Bonjour Toby Nathan. Bonjour. Vous êtes ethnopsychiatre. Merci d'avoir accepté notre invitation déjà, parce que vous êtes venu de Paris. Alors merci beaucoup. Merci de votre invitation. Alors vous êtes ethnopsychiatre, je l'ai dit donc, et vous interprétez les rêves. Il y a un terme un peu compliqué pour dire ça, on dit onirocrite, hein, ça vient du grec. C'est un vieux terme de l'Antiquité que j'utilise, onirocrite, parce que en effet j'ai fait un travail d'interprétation des rêves pour une revue où il y avait des rêveurs qui m'envoyaient régulièrement leurs rêves, des gens que je ne connaissais pas. C'était Psychologie Magazine, c'est ça? Oui, c'était dans Psychologie Magazine. Et je leur téléphonais ensuite et j'avais une très longue conversation avec eux, à l'issue de laquelle je faisais une interprétation de rêve. Oui, en effet, j'en ai tiré le livre que vous avez devant vous, là. Exactement, ce livre que je vais montrer alors d'ailleurs tout de suite, puisqu'on y est, c'est Les secrets de vos rêves. Voilà, c'est ça. C'est paru chez Odile Jacob. Oui. Et vous en avez publié un autre, qui est alors là vraiment plus sur la théorie, ça s'appelle La nouvelle interprétation des rêves. Ça a aussi été publié chez Odile Jacob. C'est ça. Alors, vous dites c'est un vieux mot, onirocrite, mais c'est parce qu'en fait on s'est toujours intéressé à l'interprétation des rêves. Alors on ça sait toujours, loin. je ne sais pas, mais en tout cas on a des documents écrits. Notre mémoire remonte aux documents écrits. Probablement avant c'était le cas aussi. Mais les plus anciens documents, c'est la bibliothèque d'Assurbanipal à Babylone. Ça remonte à peu près 3000 ans, quoi. Et on a déjà des livres d'onirocrite, quoi, d'interprétation des rêves, d'onirocritique, on devrait dire, d'interprétation des rêves avec des façons d'interpréter les rêves et des méthodes pour interpréter les rêves. Donc cette interrogation, oui, moi, je crois elle débute au fond quand vous dormez auprès de quelqu'un et puis que vous vous réveillez et vous dites « tiens, j'ai rêvé ça » et la personne vous dit « ça veut dire que ». Eh bien, voilà, ça y est, ça commence, quoi. Et je pense que ça commence avec le début des temps. On l'a entendu dans le reportage, il n'y a pas de consensus scientifique sur l'utilité du rêve. Est-ce que vous savez, vous avez une interprétation pourquoi on rêve? Non, alors, c'est-à-dire, on a... déjà, on ne sait même pas très bien pourquoi on dort. Et le rêve survient dans le sommeil. On a beau regarder les choses dans tous les sens, on ne sait pas exactement à quoi sert le sommeil précisément. On sent bien que c'est utile, évidemment, on est fatigué, etc. Mais si quelqu'un ne dort pas, c'est pas si grave que ça, quoi. On peut survivre en dormant très très peu. Bien sûr, en dormant un minimum. Et il y a des gens qui sont atteints de certaines maladies qui les empêchent de dormir et ils vivent quand même. Donc c'est pas vital. Et pourtant, ça semble indispensable. Donc l'interprétation de l'utilité du sommeil est déjà problématique. Alors, à l'intérieur du sommeil, pourquoi est-ce qu'on rêve? Alors, il y a plusieurs interprétations qui ont été avancées, qui ont toutes été contredites, que ça permettait de réorganiser la mémoire, de trier les événements de la journée. Ça colle pas bien parce que dans le rêve, c'est pas tellement les éléments de la journée qui sont repris, mais c'est les éléments des jours précédents, des 7 jours précédents. Aussi de la journée, mais moins que ceux des jours précédents. Donc ça colle pas bien avec cette histoire de mémoire. Ça a été aussi pensé comme une possibilité de réorganiser nos émotions. On a vécu des émotions difficiles, il faut les purger en quelque sorte. Et là aussi, ça a été contesté. Moi, je pense que c'est pas comme ça que ça marche. Je pense que le rêve vient introduire une fantaisie, en fait. Une fantaisie au sens fort du mot. Pas une fantaisie gratuite, mais c'est-à-dire si le monde était différent, qu'est-ce qui serait? Et ça, c'est indispensable. Et c'est indispensable pour tous les mammifères, et les oiseaux aussi ils rêvent, les mammifères aussi, parce que, imaginez une biche, par exemple, elle suit toujours le même chemin, elle va boire au même endroit. Si elle rêve pas, elle fait toujours la même chose. Et à ce moment-là... Ça vient introduire le changement, en fait. Exactement. À ce moment-là, il y a forcément le prédateur qui l'attend à l'endroit où elle va passer, elle va se faire manger. Et donc, si elle rêve, elle va inventer des nouveaux chemins. Et le rêve, ça sert à ça. Ça sert à inventer des nouveaux chemins. Et ça veut dire que c'est vital. Ah, c'est ça, c'est vital. Ah oui, c'est vital. C'est pathologique. Il y a certains cas très rares où des personnes ne rêvent pas du tout. C'est pathologique.
Bon, alors, je ne sais pas, il y a des cas où les personnes ne rêvent pas, parce qu'il y a une atteinte d'une partie du cerveau, des gens qui ont eu des traumatismes du cerveau graves. Et il y a aussi des cas les médicaments parfois, hein, de certains médicaments, en particulier certains antidépresseurs, qui aujourd'hui d'ailleurs sont plus utilisés, les IMAO, ce qu'on appelait les IMAO, qui supprimaient le rêve, pardon. Il y a aussi les électronarcoses qui suppriment le rêve. Ce qu'on constate, c'est que quand les gens ne rêvent pas, ben, ils ne meurent pas. Ils ne sont pas plus agressifs, ils n'ont pas une plus mauvaise humeur. Donc le rêve, ça ne sert pas à équilibrer l'humeur. Ça n'a pas une fonction immédiate comme ça. Ça sert évidemment à réinventer le monde. C'est ce que je vous disais, réinventer le monde. C'est-à-dire à pouvoir produire des nouvelles idées. Et ça, je pense que c'est vital, mais c'est pas vital du jour au lendemain. C'est vital à terme, en fait. C'est vital pour l'espèce, en fait. Alors j'imagine que la méthode qui est utilisée par l'interprète des rêves dans le reportage, la méthode jungienne, n'est pas tout à fait celle que vous pratiquez. Vous allez nous en dire plus, justement, par rapport à cette... J'imagine que vous l'aimez bien parce qu'elle est suisse. Mais... La méthode. Oui. La méthode, puisque Jung était suisse. On se devait de parler de Jung, effectivement. Jung était suisse. Mais bon, enfin, là, c'était une plaisanterie, mais c'est-à-dire, toutes ces méthodes qui pensent que le rêve a un sens, que c'est comme, une énigme, mais que le sens est déjà écrit, et qu'il s'agit de découvrir un sens qui est caché, toutes ces méthodes me semblent impossibles. C'est illogique. C'est pas possible. Je veux dire, on ne peut pas imaginer que le même symbole fonctionne ici en Suisse et pareil en Nouvelle-Guinée ou en Sibérie. C'est pas possible. C'est inimaginable. C'est des choses qui sont... C'est des pensées du 19e siècle. On ne peut pas penser comme ça aujourd'hui. Bon, alors donc, évidemment, il n'y a pas de sens au rêve. Il y a des interprétations. C'est-à-dire que le rêve est une sorte de question ouverte qui vous oblige à inventer des nouvelles significations sur le monde. C'est une contrainte à l'interprétation. Vous ne pouvez pas ne pas interpréter un rêve, mais en même temps, il n'y a pas d'interprétation qui est déjà écrite. Ça ne ressemble pas à un rébus, à une énigme, à une signification automatique. C'est quelque chose, c'est un mouvement, c'est une dynamique, c'est une contrainte à l'interprétation. C'est pour ça que c'est ouvert. Mais il y a des rêves qui reviennent régulièrement, des rêves un peu typiques, notamment de perdre ses dents, de se retrouver nu dans une place publique, etc. Vous dites, ça a une interprétation différente en fonction de la personne qui le fait. On ne peut pas dire que ça a un sens... évidemment, vous imaginez bien. Pourquoi est-ce que tout le monde rêve de perdre ses dents ? Oui, pourquoi ? Parce que tout le monde a perdu ses dents. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est quand même, ça tombe sous le sens quand même. Tout le monde, quand il a été enfant, a perdu ses dents, et c'est une expérience terrible. Tout le monde ne s'est pas retrouvé nu sur la place publique, en revanche. Mais... tout le monde s'est retrouvé nu devant sa famille. Dans sa vie, tout le monde a eu ça. L'expérience de la nudité, bien sûr. Et tout le monde a perdu ses dents, ça c'est certain, partout dans le monde. Et cette expérience que vivent tous les enfants est une expérience terrible parce qu'on a le sentiment véritablement qu'une partie de soi est perdue et les enfants sont très angoissés de ça, vous savez bien. Et donc cette chose-là est une expérience commune à l'humanité entière. Évidemment que ça apparaît dans les rêves de tout le monde, dans le monde entier. Maintenant, c'est beaucoup moins fréquent que ce qu'on dit, parce qu'on a fait des statistiques. On a fait des statistiques, on sait, c'est à peine 1% des rêves qui sont des rêves de perte de dents. Mais ça frappe tellement l'imagination qu'on a l'impression que tout le monde en rêve tout le temps de perdre ses dents. Bon, donc les interprétations sont différentes en fonction des cultures. Si on avait le temps, je vous expliquerais pourquoi nous, on les interprète de cette manière, à quelle tradition on se rattache quand on fait ça, et comment on les interprète, par exemple en Sibérie ou en Nouvelle-Guinée, justement. C'est très, très différent. On n'aura pas le temps, mais il y a des exemples passionnants dans vos livres, et donc je renvoie les téléspectateurs à vos ouvrages. Très bien, voilà. Mais il y a un autre style de rêve qui frappe beaucoup, ce sont les rêves dits prémonitoires, qui interrogent. On se dit, mais est-ce que vraiment ça existe ? Est-ce que quelqu'un qui rêve de quelque chose qui se passe 2 jours après, il pouvait le prédire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, bon,
qu'est-ce que j'en pense? J'ai du mal à parler de ça, je vais vous dire pour plusieurs raisons. D'abord, je pense qu'un rêve, tous les rêves sont d'une certaine manière prémonitoires. Parce qu'un rêve n'est pas du tout quelque chose qui raconte des problèmes du passé. C'est là où je me sépare de mes confrères qui interprètent les rêves comme étant le signe d'un problème ancien, en fait. Mais pourquoi est-ce que vous rêveriez d'un problème ancien? Pourquoi est-ce que vous allez ressasser toute votre vie des problèmes anciens? C'est absurde, c'est pas comme ça que fonctionne le cerveau. Le cerveau est en train d'imaginer l'avenir. D'ailleurs, les rêves dont vous vous souvenez, c'est les rêves que vous faites juste avant de vous réveiller, en fait. Hein. Parce qu'un rêve réveille aussi. Hein. Oui. C'est-à-dire que, vous savez, dans le sommeil, vous avez plusieurs fois le même cycle, en fait, qui recommence tout au long de la nuit. C'est le même cycle. Et après le réveil, après le rêve, vous avez un petit réveil, presque imperceptible. C'est ce moment-là où vous vous tournez dans votre lit, ou bien que vous faites un gros soupir. En fait, vous avez un mini-réveil, et après vous vous rendormez, vous recommencez tout le cycle du sommeil. Le rêve réveille. Le rêve est tourné vers le réveil. En fait, il est en train de préparer. Il fait le brouillon du lendemain, en fait. Hein. Il est en train de préparer ce que vous allez devoir faire le lendemain. Donc, il traite des problèmes à venir. Donc, d'un certain côté, il est prémonitoire. Maintenant, je sais bien que ce n'est pas de ça que vous parlez, qu'il y a des gens qui rêvent de choses très, très précises, du genre, j'ai rêvé qu'il y avait... J'ai vu des avions qui se crachaient, j'ai allumé ma télé, et puis c'était le 11 septembre, et j'ai vu les avions qui rentraient dans les tours à New York. Ou bien, j'ai rêvé qu'il y avait un attentat à tel endroit, j'ai allumé ma télé et c'est à tel endroit qu'il y avait bien les attentats. Des rêves aussi précis que ça, on m'en a raconté beaucoup. Je ne sais pas, peut-être ça existe. Hein. Mais vous ne savez pas très bien quoi en faire. Peut-être, je ne sais pas quoi en faire. Je comprends bien qu'un rêve est tourné vers l'avenir, que ces rêves sont des super rêves tournés vers l'avenir, mais même ceux qui en font disent que c'est exceptionnel. Hein. Toby Nathan, il y a aussi des personnages de l'au-delà qui arrivent dans nos rêves. Et il y a aussi Dieu qui parle aux hommes à travers les rêves. Je vous propose de voir ça en images, on en parle juste après. Dans les religions, on prie, on soigne les lépreux, on fait la guerre, on dort et on rêve aussi. Dans la mythologie grecque, le dieu Morphée est un des 1000 enfants d'Hypnos, le sommeil, et de Nyx, la nuit. Morphée prend l'aspect d'êtres humains dans les rêves, des rêves qui permettent à l'homme de connaître son destin, de le modifier ou de l'affronter. Dans la Bible hébraïque, les rêves viennent directement de Dieu. La plupart sont des messages clairs qui s'adressent aux puissants de ce monde, comme le roi Salomon. D'autres demandent interprétation, comme Jacob qui a vu en songe une échelle reliée au ciel sur laquelle des anges montent et descendent. On rêve nettement moins dans le Nouveau Testament. Ces rêves sont adressés à des personnages secondaires comme Joseph, les rois mages, ou encore la femme de Ponce Pilate, tourmentée dans son sommeil et conseillant le matin venu à son mari de ne pas se mêler des affaires de Jésus. Le rêve retrouve une place de choix avec l'islam. Le prophète lui-même a reçu des rêves prémonitoires et les hadiths racontent que chaque matin, il réunissait ses compagnons et leur demandait si l'un d'entre eux avait rêvé. Ces récits de rêves ont ensuite eu des conséquences concrètes pour l'établissement de rites, de lois et de coutumes. Pour les religions, c'est donc aussi dans la nuit et l'inconscience du sommeil que peut parfois se jouer le destin de l'humanité. Toby Nathan, on dirait que le rêve est un peu le canal privilégié choisi par Dieu pour parler aux humains. Pourquoi il leur parle dans leur sommeil ? Déjà parce que c'est beaucoup plus compliqué de leur parler dans l'éveil. Hein. Bon, juste pour la Bible hébraïque, Dieu apparaît quand même physiquement à certains prophètes. À Moïse, par exemple, il lui apparaît physiquement, et il lui apparaît en face. À Abraham aussi, il lui apparaît en face. Et ça tourne toujours vinaigre, hein, parce que c'est trop de force, quoi. Dieu, c'est trop de force, c'est trop puissant. C'est comme si vous vous retrouvez en face d'une bombe atomique, quoi. Donc, vous tombez, quoi. Et c'est ce qui arrive, d'ailleurs, aux prophètes. Alors,
c'est beaucoup trop dangereux de rencontrer Dieu en personne, donc il est filtré en fait par le rêve. Maintenant, il n'y a pas que Dieu, il n'y a pas que les dieux qui apparaissent dans les rêves. Hein. C'est-à-dire, il y a tous les êtres, on va dire, je ne sais pas comment on peut les appeler, les invisibles non humains. Les invisibles non humains, je ne sais pas moi, les esprits, les diables, les démons, etc. Tout cela, ils apparaissent dans les rêves. Hein. Et c'est en fonction de nos croyances. Enfin, qui apparaît dans nos... Je ne sais pas, les croyances, ça a un côté un peu de dérision. Moi, alors de notre contexte culturel peut-être, ou religieux. Parce que quand on dit croyance, on dit vous croyez, mais moi je sais, quoi. Qu'il y a la différence entre ceux qui croient et ceux qui savent. Moi je pense que c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Je pense que ces choses-là, c'est des croyances tant que c'est pas les vôtres, quoi. Oui. À partir du moment où c'est les vôtres, c'est du savoir, en fait. Hein. Donc, pour les gens qui sont dans leur univers, alors vous dites leur contexte culturel, pourquoi pas, c'est un terme qui convient mieux, je pense. Quand ils sont là-dedans, c'est pas de la croyance, c'est du savoir. Et dans ces mondes-là, à quel endroit vous pouvez rencontrer un sorcier, un être qui vous poursuit, un mort qui vient réclamer quelque chose pour son culte, par exemple, qu'on l'installe, qu'on refasse sa sépulture, etc. Où est-ce que vous allez rencontrer ça? Vous n'allez pas le rencontrer dans la vie. C'est évidemment dans les rêves que vous allez le rencontrer. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. C'est-à-dire que vous ne posez pas la question est-ce que ça existe ou pas. Vous dites qui est-ce qui agit dans le rêve et qu'est-ce que ça provoque sur la personne. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on répond. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au contraire, un rêve est une action inhibée, vous voyez. Et donc, vous parliez d'hypnose tout à l'heure, dans le documentaire que vous venez de passer. Hypnose, on disait hypnose ligote les gens, les attache, et oneiros, le rêve, les délie. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes attaché, c'est-à-dire paralysé par le sommeil paradoxal, à ce moment-là, votre esprit est délié. Et donc, à ce moment-là, vous êtes en train d'agir des choses que votre corps ne peut pas agir, parce que si votre corps agissait, vous alliez courir des risques, en fait. Hein. Et donc, c'est une action qui a débuté dans la nuit, et le travail de l'interprète, c'est de la conduire jusqu'à son terme, de permettre qu'elle s'accomplisse. Donc moi, en effet, si je vois des choses comme ça dans le rêve, qu'un mort est arrivé qui réclame quelque chose, par exemple, que ça soit explicite, aussi explicite que je vous le dis ce qui arrive, ou bien de manière un peu plus imagée, eh bien je conseillerais aux rêveurs de faire ce que demande le mort, quoi. Et à ce moment-là, il y a bien une relation entre le mort, le rêve et le rêveur. Hein. Vous donnez effectivement des conseils très pratiques dans votre livre aux rêveurs. Ça consiste en des actions souvent très simples. Oui. On va malheureusement déjà devoir conclure, mais j'aimerais vous demander encore, Toby Nathan, avec tous les rêves que vous interprétez, est-ce que vous accordez encore de l'importance aux vôtres? Qu'est-ce que vous en faites de vos propres rêves? Beaucoup. D'abord, je vais vous dire, quand j'ai écrit le premier livre que j'ai écrit sur les rêves, je suis rentré à la fois dans l'analyse du rêve, mais en même temps, évidemment, au fur et à mesure, c'était dans mon propre rêve que je suis rentré. Et ça m'a frappé parce qu'il y a eu une transformation de mes nuits, en fait. Hein. Plus je m'intéressais aux rêves, et plus je voyais quasiment mes rêves, tous les rêves de ma nuit, quoi. Je me souvenais de 3, 4 rêves chaque nuit, quoi. Plus j'écrivais dessus. Et j'en ai tiré une conclusion qui s'impose, c'est plus vous vous intéressez aux rêves, et plus vous rêvez, en fait. Enfin, plus vous vous souvenez de vos rêves. Et donc, c'est le conseil que je donnerais aux personnes qui ont envie de se souvenir de leurs rêves. Intéressez-vous aux rêves, et il vous récompensera, parce que vous vous en souviendrez beaucoup plus. Merci beaucoup, Toby Nathan. Merci d'avoir participé à cette émission.